Oui, voilà. Voilà, je suis face à ta caméra. J'espère que tu m'entends bien. Ah oui, si t'as un portable, est-ce que tu peux le mettre en mode Oui, avion? je... Je vais te le chercher si tu veux. Ah, il est sur la table, là. D'accord. Parce que sinon ça fait des interférences. Merci. Et je vais faire avec. Peut-être c'est la frustration au début qui est le premier moteur, c'est-à-dire je n'avais pas forcément un accès évident au cinéma, donc j'ai fait ma culture cinématographique par la télévision, ou du moins par les peu de fenêtres que je pouvais avoir quand on me laissait regarder la télévision, avec les ciné-clubs, etc. Et puis après, l'été dans les stations balnéaires où je bouffais du cinéma. Et donc quand la fenêtre cinéma s'ouvrait, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi, enfin comme une déferlante comme ça qui arrivait et qui m'enivrait. Enfin bon, ça c'est pas très original de dire ça, mais voilà, c'est peut-être comme ça que ça a commencé. Et puis après, j'ai commencé aussi à collecter des images de cinéma dans des bouquins, dans des revues, et à rêver le cinéma. Et à dessiner aussi pas mal les films que je pouvais me faire dans ma tête, quoi. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Je pensais que j'avais pas droit au cinéma, quoi, que c'était quelque chose qui était réservé à une caste ou des gens qui étaient déjà introduits dans le milieu. Et donc c'est par le dessin finalement et par les arts plastiques que je suis arrivé au cinéma. J'ai développé un univers et puis des amis m'ont parlé d'une école de cinéma d'animation qui est l'école des Gobelins, où je pouvais essayer de faire des films avec mes attributs plastiques, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des films. Mon but, c'était pas de faire des films d'animation, mais c'était de pouvoir rentrer dans le cinéma de façon artisanale, comme ça, avec ce que je savais faire avec mes mains. Et puis petit à petit, voilà, j'ai laissé tomber l'animation pour travailler avec les acteurs, ce qui était mon but premier, quoi. Je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que je demande des subventions là où on peut m'en donner. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des courts-métrages. Puis après, au tout début de ma carrière, j'ai fait pas mal de films de commande. Mais là, une fois de plus, j'ai réussi à préserver une certaine idée d'auteurisme, c'est-à-dire qu'on m'a laissé plus ou moins développer mes univers. Et puis après, petit à petit, il y a eu une rupture assez forte où j'ai décidé vraiment de me consacrer qu'à mes propres projets. J'ai commencé à écrire des longs métrages. Et là, j'ai été happé par des productions qui m'ont plus ou moins financé pour que je développe ces longs métrages. Et de fil en aiguille, j'ai pu comme ça vivre et survivre en développant des films. Alors, j'ai eu des mésaventures avec des productions qui ont fait que ces films n'ont pas vu le jour. Mais parallèlement à ça, comme j'avais besoin de tourner, je me suis remis à réaliser des courts-métrages, parfois de façon très empirique, d'autres fois avec des financements. Et cette activité de court-métragiste est vraiment salutaire pour moi. Enfin, j'ai vraiment besoin de tourner quoi qu'il arrive, quoi, quel que soit le format. Et la seule figure que je m'impose, quels que soient les financements, c'est que je tourne toujours sur support pellicule. Bon, j'ai un rapport un peu rituel à la pellicule, quoi, hein, quand je tourne.
j'ai besoin de sentir ce pincement au cœur parce que je vais appuyer sur le moteur, je sais que le temps de filmage est limité, que ça peut marcher ou ne pas marcher. Enfin, c'est une montée d'adrénaline qui est assez importante pour moi. Et puis après, il y a aussi la discipline qui va avec la pellicule, le mode aléatoire aussi, et puis la beauté, la plastique de la pellicule, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui continue à me toucher toujours, un film tourné sur support pellicule, hein. Alors, je peux aimer des films des autres tournés en numérique, mais en ce qui me concerne, voilà, ça c'est le support qui me convient, où je trouve mon équilibre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une sorte de tumeur. Il n'y a rien à faire, c'est une histoire de semaines. Il a quel âge? Tu sais pas. C'était le chien d'Eddie. Disons que je suis quelqu'un qui... Enfin, j'aime l'idée du collage, quoi. Ça, c'est vraiment un de mes modes de fonctionnement. Donc, je collecte pas mal d'idées, je me nourris, je suis extrêmement perméable. Et en même temps, quand l'idée d'un film vient, c'est une impulsion assez forte. Et j'ai tout de suite une vision très claire de là où je veux aller. Et puis après, je vais construire comme ça mon film, quoi. Mais ça part toujours d'une impulsion et d'un écrit, d'un premier écrit, quoi. J'essaye de retrouver des plaisirs d'enfance dans les films que je fais, quoi. C'est-à-dire que, comme l'enfant que j'étais, je me dis, tiens, je vais essayer de faire un western, je vais faire un film d'aventure, je vais faire un film, un conte de fées, etc., etc. Mais voilà, je vais laisser libre cours à mes pulsions, à mes idées un peu tordues, à mes élans érotiques, etc., ou morbides. Je vais pas me restreindre par rapport à ça. Donc peut-être, je sais pas, peut-être qu'on peut voir mes films comme des films pour enfants complètement détraqués, quoi. Je sais pas. Hversu langt á ég eftir að ólifað? Ce qui m'intéressait ce qui m'intéresse toujours chez Borowczak, mais ce qui m'intéressait chez Borowczak, c'est que c'était quelqu'un que j'avais plus ou moins frôlé, et qui est une influence assez importante, puisqu'il est passé du cinéma d'animation à la prise de vue réelle, en développant un certain érotisme, qu'il était un peu oublié à l'époque. Là, il va revenir au goût du jour. Il y a un coffret qui va sortir, il va y avoir une rétrospective à Beaubourg. Il y avait aussi ce côté cinéaste oublié qui m'intéressait beaucoup, quoi. D'Arger, c'est pareil. Il n'était pas, enfin, quand j'ai fait le film, il n'y avait pas eu d'expo à Paris ou des pièces comme ça, un petit peu oubliées. Donc il y a cette notion aussi de l'artiste oublié qui m'intéresse beaucoup. Et Lina, j'avais envie de travailler avec elle, et je cherchais le moment propice. Et je lui ai proposé de travailler sur Living Still Life. Et puis après, j'étais aussi en train de préparer Borrow in the Box à la même époque, que je devais faire initialement avec Katia Golubeva, avec qui j'avais déjà travaillé. Et Katia ne pouvait pas faire le film. Et donc, au pied levé, j'ai proposé à Elina d'être dans Borrow in the Box. On ne s'était pas encore rencontrés. Elle était à New York en train de jouer dans une pièce de Richard Foreman. Et donc, elle m'a dit oui. Et puis, voilà, ça a tout de suite collé. Et alors, ce qui est assez marrant dans Borrow in the Box, c'est qu'elle joue la mère de Borrow. Donc ça, c'est cette partie apparente. Mais elle joue Borrow in the Box, le personnage de Borowczak, avec une boîte sur la tête. Et donc voilà, c'était particulièrement étrange d'avoir une actrice aussi puissante avec un tel visage et de lui mettre une boîte sur la tête et de lui faire jouer
un personnage muet, une silhouette, mais sa puissance d'actrice ressort, j'allais dire même avec une boîte sous la tête. Et pour moi, c'était vraiment le comble de l'érotisme aussi de la mettre dans une boîte avec juste ce petit trou, avec l'œil apparent, quoi. C'était vraiment voilà, un clin d'œil par rapport au voyeurisme aussi. Suite à notre travail sur Borrow in the Box, j'avais envie de créer comme ça une collection de films, avec un chiffre symbolique, mais qui me parle beaucoup, le 21. Et donc je lui ai proposé de faire 21 films en 21 ans, au rythme d'un film par an. Et en travaillant comme ça sur nos propres vieillissements, son vieillissement naturel d'actrice, et puis le vieillissement de mon regard et de mon cinéma, et faire une collection comme ça de films, une sorte de kaléidoscope, hein, de films à chaque fois différents, et voilà, et des films qu'on initierait nous-mêmes, c'est-à-dire pas aller forcément chercher des financements, ce qui ne nous empêche pas par ailleurs de faire d'autres films ensemble qui ne font pas partie de cette collection. Donc à ce jour, on en a fait 7. Et au départ, ce qui m'a poussé à faire ça, j'avais vu toute proportion gardée, j'allais dire Orson Welles et la fin de sa vie, parce que je suis complètement fasciné par cette période de Welles où avec sa compagne, Jacques Audard, ils ont commencé plein de films qu'ils n'ont jamais vraiment achevés. Ils parcouraient le monde et j'avais vu comme ça des documentaires ou des fragments, et cette idée de l'inachevé me plaisait beaucoup, et du kaléidoscope de films inachevés. Je trouve que dans le monde du cinéma, il y a quelque chose qui n'a pas encore été franchi, c'est-à-dire la possibilité de présenter des œuvres inachevées. Il faut à tout prix finir les films. Et d'ailleurs, c'est le problème avec cette fin de carrière de Welles, c'est qu'on ne sait pas comment les montrer, donc on demande à des réalisateurs de les finir, comme Jess Franco, qui a essayé de finir le Don Quichotte, mais c'est pas très heureux le résultat, ou Bogdanovich, qui finit depuis des années ce film dont j'ai oublié le titre, et qui est un film avec John Huston, film qui contient la plus belle scène érotique que j'ai jamais vue, hein, une scène où Jacques Audard prend en autostop une sorte de sosie de Jim Morrison, et sous la pluie comme ça, il y a une scène extraordinaire qui avait été montée par Welles. Bref, ça je comprends pas pourquoi on essaye de finir le film. Welles est mort, il a laissé en l'état. Montrons ce qui est là et en l'état. Donc voilà, il y avait cette notion de faire des inachevés au départ même, hein, dans notre collection avec Elina. Et puis finalement, moi j'arrive pas à inachever les films. Et du coup, à chaque fois, on fait un court-métrage qui se veut différent, mais peut-être qu'on fait toujours le même film, je ne sais pas. Et voilà, donc on continue dans ce sens-là. Listen.